tu as le fameux décret tertiaire, donc le DEET, le dispositif d'économie d'énergie dans le tertiaire, qui, pour tous les bâtiments d'une surface de plus de 1000 m², doivent déclarer tous les ans leur consommation d'énergie sur le bâtiment. Aujourd'hui, le gouvernement pousse beaucoup dans le global, parce qu'ils se sont rendus compte que par monogeste, finalement, les gains par rapport à ce qui était investi par le gouvernement n'étaient pas si bons que ça. Plus on avance, plus on sait que la capacité à pouvoir transformer, parce qu'on aura très certainement moins d'énergie abondante, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais en fait, on a déjà la solution, elle est déjà autour de nous. C'est déjà dans les bâtiments dans lesquels on vit, nos bureaux, tout ça, ils vont pas changer radicalement. Donc en fait, c'est ceux-là sur lesquels il va falloir travailler. Alors, on va commencer par Rémi, qui voulait quand même nous rappeler un chiffre important. C'est qu'en 2050, 80% des bâtiments existants existeront encore. Donc, la conclusion, c'est que... Aujourd'hui, on parle tous de 2050, des grands objectifs de net zéro et autres, et en espérant, et un peu dans cette même logique, qu'on va trouver une solution magique ou qu'on va créer des nouvelles villes du futur et qui vont être incroyables. La réalité, sauf magie, mais désolé, mon côté ingénieur fait que la magie, j'y crois moyen. Ouais. En fait, on a déjà la solution, elle est déjà autour de nous. C'est déjà dans les bâtiments dans lesquels on vit, nos bureaux, tout ça, ils vont pas changer radicalement. Donc en fait, c'est ceux-là sur lesquels il va falloir travailler. Et très souvent, dans ces sujets de rénovation et autres, c'est la patate chaude qu'on refile, qu'on dit non, mais c'est pas maintenant, c'est plus tard, on verra, machin et tout. En fait, la réalité, c'est que tout ce qui n'est pas investi aujourd'hui, c'est du passif pour l'entreprise. C'est des choses qui vont en fait faire perdre de la valeur aux entreprises parce qu'elles n'ont pas entretenu leur bâtiment, parce qu'elles n'ont pas fait. Et plus on avance, plus on sait que la capacité à pouvoir transformer, parce qu'on aura très certainement moins d'énergie abondante, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc en fait, c'est aussi de se saisir de tout ça et de ne pas attendre, oui, on va reconstruire des nouveaux bâtiments, ça va être génial. Et on le voit bien aujourd'hui dans les sujets de zéro artificialisation qui posent énormément de problèmes aux communes et autres. Voilà, on s'attend à se dire, non, mais ces bâtiments-là, on va en construire des nouveaux lotissements et tout ça. Et en fait, non. Il y a des bâtiments qui sont aujourd'hui des passoires. Il va falloir les traiter, ceux-là. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent un peu difficile à prendre conscience. Et c'était un peu rappeler cette nécessité que non, il n'y a pas de solution magique, il faut attaquer petit à petit. Oui, donc 80% des bâtiments, moi je vois à l'échelle de Paris, on parle beaucoup des bâtiments haussmanniens et le fait de devoir les isoler. Effectivement, on ne va pas les remplacer, je pense qu'ils vont rester, mais ce n'est pas forcément, en tout cas en termes d'isolation et d'énergie, des bâtiments qui sont hyper performants. Il y a beaucoup le problème de l'isolation thermique intérieure, extérieure et tout, etc. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution pour ce type d'architecture. Clairement, on n'a pas encore trouvé de solution. Et puis, il y a des blocages avec les monuments historiques, avec tous ces enjeux. Donc, il va falloir qu'on les lève, tous ces verrous. Mais il ne faut pas attendre encore 10 ou 15 ans pour les lever parce que les bâtiments, ils ne vont pas disparaître et apparaître du jour au lendemain. Donc, c'est un peu ça. Et il va falloir aussi faire des concessions. Oui, je vais perdre des surfaces dans mon logement. Je vais faire une isolation intérieure. Ou je vais passer... On a aussi le sujet aujourd'hui des bâtiments comment on va faire quand Paris fait 50 degrés, qui finalement, vu les derniers étés qu'on a passés, c'est pas tout à fait une utopie, c'est assez réel. Ouais. Comment on fait pour que ces bâtiments, ils résistent mieux à ça, et aussi, il va falloir installer des climatisations, comment on essaye de pas faire n'importe quoi. Donc, que ce soit dans les zones très urbaines, comme Paris, ou dans les zones périurbaines, ou dans les campagnes, on a en fait, à tous ces niveaux-là, des enjeux à retravailler et à s'attaquer maintenant au sujet. Et encore une fois, c'est aussi de s'attaquer maintenant. Il y a un grand débat en ce moment sur le sujet de la rénovation, c'est est-ce que je fais du monogeste, comme ils appellent ça, donc je change mes fenêtres, j'isole mes murs, ou je change la chaudière, ou est-ce que je fais une rénovation plus globale. Et en fait, aujourd'hui, le gouvernement pousse beaucoup dans le global, parce qu'ils se sont rendus compte que par monogeste, finalement, les gains par rapport à ce qui était investi par le gouvernement n'étaient pas si bons que ça. D'accord. Il y a toute une étude qui est sortie là récemment sur ça et qui montre en fait qu'aujourd'hui, les bâtiments les plus mauvais en classe énergétique, les travaux qui sont faits, en fait, ne permettent pas de gagner en performance énergétique. Quand tu fais du monogeste. Alors même quand tu fais du un peu plus, en fait, ils se rendent compte qu'un bâtiment qui est G, quand tu vas faire des travaux qui normalement devraient lui faire gagner 2 classes énergétiques, en fait, ces travaux, ils servent en effet à améliorer la performance du bâtiment, mais qui est directement compensée par une augmentation de la consommation.
parce que les gens en fait se privaient dans le bâtiment parce qu'ils savaient qu'il était mal. Donc en fait, il y a une espèce de plancher psychologique, financier, de se dire au-delà de tel budget énergie, l'entreprise ou le particulier, il accepte plus de payer. Donc, il bride le truc. C'est une passoire énergétique, ça me coûte 100 €. Je mets à 15 degrés, et voilà, je fais des travaux, j'investis et voilà, je mets 50, 70, 120 000 ou plus d'argent, et en fait, ça devrait théoriquement m'aider à améliorer 2 classes énergétiques. En fait, c'est flat. Et en fait, c'est flat parce que mon 15 degrés, je le transforme en un 19. Et donc, les gains que j'ai faits en efficacité, je les perds en sobriété ou en comportement. Okay. Et donc, et c'est normal. Enfin, voilà, j'investis, j'ai envie de compenser. Et on va pas. Si j'ai bien isolé mon appartement, j'ai pas envie de rester à 15 ou 16, quoi. C'est ça. Et c'est une forme de progrès social. Les gens qui sont en précarité énergétique, c'est d'améliorer ça. Mais la réalité, c'est que derrière, ça veut dire que plus on laisse traîner les choses, plus ça va être encore plus difficile de remonter la pente et d'améliorer. Donc, ton point sur les 80% en 2050, c'est de dire qu'en fait, l'investissement va être obligatoire. Donc il faut commencer le plus tôt possible. C'est ça. Et il ne faut pas attendre la solution magique qui n'arrivera. Juste, il y a des aides de l'État là-dessus quand même qui sont assez conséquentes, non ? Il y a énormément d'aides. La difficulté dans les entreprises, c'est que souvent ils sont locataires, pas forcément propriétaires. Donc on rentre dans des sujets, mais qui est pareil pour un particulier. Aujourd'hui, majoritairement ceux qui font des rénovations énergétiques sont des propriétaires. Donc le propriétaire, c'est un peu lui qui va investir et faire des travaux parce qu'il est chez lui ou alors parce qu'il a envie de valoriser son bien. Donc c'est un des gros enjeux, c'est comment on arrive à faire bouger aussi sur ça. Et les entreprises sont confrontées à ces sujets-là parce que je suis locataire, je ne peux pas faire grand-chose. Oui, et même en B2B, tu as des obligations en dessous d'un certain note de performance énergétique. Tu peux plus louer ton bien aussi. Comment ça se passe ? Alors, il n'y a pas les mêmes contraintes, donc ça. Mais par contre, ils ont des enjeux et qui arrivent sur des enjeux de décrets et d'obligations qui sont de plus en plus importants. Et donc, qui les obligent à réduire leur consommation d'énergie. Et aujourd'hui, réduire sa consommation d'énergie, il y a du comportemental. Et donc, en effet, je vais éviter les gaspillages. Il y a de la sobriété, donc là c'est je réduis mon confort, et il y a de l'efficacité, donc c'est-à-dire que je dois investir et faire des travaux. Et en fait, il faut jouer sur ces 3 leviers pour arriver à réduire ça, parce que c'est pas juste en faisant des efforts que je vais réussir à baisser ma consommation, et c'est pas juste en faisant des travaux que je vais réussir à réduire ma consommation. Donc il faut arriver à jouer sur ces 3 composantes et lutter très fortement contre les effets rebonds qui sont aujourd'hui. Mais qui sont naturels et peu maîtrisés, quoi, en fait. Il y a pas de... En fait, c'est très, très intéressant parce que nous, on a beaucoup de clients où, en fait, on travaille avec des modèles beaucoup de machine learning où, en fait, on vient prévoir la consommation qu'ils devraient faire. Parce que beaucoup de nos clients arrivent en nous envoyant leur facture et ils disent « Est-ce que c'est normal ?» Alors, la normalité dans la consommation et dans le prix. Le prix, ça se va à peu près, parce qu'on sait le prix moyen et tout ça. Dans la consommation, on dit « Est-ce que je suis normal ou pas ?» C'est un peu compliqué par rapport à vos situations et tout ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne des modèles sur leurs historiques et on vient leur projeter combien ils doivent consommer si ils font bien attention. Et en fait, dès qu'ils surconsomment, les gens sont en mode « oulala !» Et en fait, ils se prennent au jeu et ils font d'autant plus attention. Donc, on se donne un peu, on leur projette une version d'eux-mêmes améliorée. Et c'est ça qui les aide aussi à agir et à se responsabiliser. C'est un enjeu très fort pour arriver à ça. Et donc, pour éviter cet effet rebond, c'est tu as fait tant de gains, donc normalement tu devrais être là. Si tu es au-dessus, c'est qu'en fait, tu as compensé sur autre chose. Et c'est assez mécanique. Et du coup, il y a des objectifs de diminution Alors, tu as le fameux décret tertiaire, donc le DEET, le dispositif d'économie d'énergie dans le tertiaire, qui, pour tous les bâtiments d'une surface de plus de 1000 m², que tu sois propriétaire ou locataire, les deux sont assujettis à ça, doivent déclarer tous les ans leur consommation d'énergie sur le bâtiment, plus doivent définir une trajectoire pour réduire de 40% leur consommation en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. D'accord. Moins 60% sur une consommation d'énergie. C'est stratosphérique. Moi, je suis pas du milieu, donc je me rends pas compte, mais si tu le dis... Si vous prenez une consommation globale, c'est 50% de la consommation, c'est du chauffage, le reste, c'est des usages. Bon, après, en fonction des activités, mais pour des bureaux, c'est à peu près ça.
S'il faut réduire de 60%, il va falloir y aller fort. Hein. Et à logement équivalent, aujourd'hui, les nouveaux bâtiments sont vraiment à moins 60% par rapport à ce qu'on a créé. Les BBC, D'accord, ok. Tu consommes rien du tout. Donc, by design, aujourd'hui, si on crée un immeuble, on arrive à finalement faire des bâtiments qui consomment et qui sont alignés avec ces objectifs-là. Quoi. Exactement. Tu arrives à faire ça et surtout, tu arrives à faire des bâtiments qui sont très bons en été, en hiver et en été. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment tu fais des bâtiments qui sont bons en été. Parce que quand je vois des tours qui se construisent avec du beau vitrage, ça, ouais, c'est génial, mais tu t'écoutes. Voilà. C'est des fours. En été, c'est juste invivable. Donc, c'est de faire des bâtiments qui soient aussi résistants l'été. Et ça devient un problème de plus en plus important. Parce qu'après, il faut innover sur de la clim un peu plus naturelle, parce qu'on ne va pas non plus s'appuyer sur de l'électricité. Donc c'est aussi du design, c'est de l'architecture en fait. Quoi. C'est complètement, il y a un gros job d'architecture ouais. Et derrière d'usage, parce que c'est bête, mais de fermer toutes les fenêtres ou d'empêcher quoi que ce soit, en fait c'est tout bête, mais des fois juste une aération, une circulation d'air, ça suffit, t'as pas besoin. Et en fait, on met des systèmes des fois, aujourd'hui on est dans des bureaux où toutes les fenêtres on est au rez-de-chaussée et toutes les fenêtres sont condamnées. Ok. C'est quand même bête de devoir mettre de la clim ou de devoir machin juste quand tu as besoin d'aérer et que ça suffirait. Quoi. Non, bien sûr, il y a des bonnes pratiques. Après, moi, j'avais pas mal regardé d'articles sur les architectures dans le désert. Ça ressort pas mal en fait, parce que les gens se disent mais comment ils faisaient il y a 2000 ans quand ils habitaient je sais pas dans les déserts en Arabie, il y avait quand même des très grandes villes et tout ça, etc. Mais c'est que déjà dans la construction même des bâtiments il y avait des circulations d'air avec des bacs d'eau, genre de choses qui prenaient le froid et ils avaient tout compris sur la mécanique des fluides et tout ça à l'époque déjà. C'est ça. Mais nous, comme tu dis, 80% des bâtiments qui sont encore en 2050, on va pas pouvoir rajouter dans un bâtiment haussmannien des cheminées avec des prises d'air au sol. Non, mais des cheminées. Alors c'est pas les mêmes types de cheminées du coup, mais ou alors on va falloir peut-être rajouter par-dessus. Enfin, ça va être c'est un vrai défi quoi. Il y a un vrai défi et beaucoup d'industriels aujourd'hui qui sont dans l'énergie ont bien compris que le marché du neuf et globalement, en plus de toute la situation économique en train de baisser. D'accord. Et donc, se tourne beaucoup plus vers la rénovation des bâtiments existants. Et c'est le gros enjeu des années à venir, c'est comment sur un bâtiment existant, j'arrive à l'améliorer. Ok. Donc ça, c'est très fort. Et une petite, pour rebondir aussi sur ton point dans le désert, une des grosses solutions qui réapparaît en ce moment, c'est de peindre les toits en blanc. Bien sûr. Bah, nous, on a interviewé Cool Roof, qui fait de la peinture blanche à partir de coquilles d'huîtres. Donc en plus, économie circulaire, on est en plein dedans. Et qui effectivement, ils gagnaient, sur les KPI, c'était assez important, les températures gagnées, comme en Grèce, quoi. C'est ça. On a des toits blancs partout. Peut-être qu'en 2050, il n'y aura plus les toits en zinc, mais les toits blancs de Paris. C'est un vrai sujet. Hein. Il y a des gros débats là-dessus. Peindre les toits en blanc. Je pense qu'il y a les architectes de Paris qui vont pas être contents, mais ils vont devoir évoluer eux aussi. Donc ça, c'était le DEET, c'est ça ? Le DEET, le fameux décret tertiaire, qui est une grosse obligation et qui reprend un peu des objectifs dans la même logique que la CSRD, mais qui sont finalement des obligations qu'ont les entreprises d'agir et de faire un plan et de le déclarer. Donc c'est une vraie obligation où il y a une plateforme, tous les ans ils doivent déclarer. Okay. Donc c'est sympa, ça a commencé, c'était la loi Land 2018, c'est rentré en 2019, les premières déclarations sont arrivées 2021-2022. Donc pour l'instant on est dans le truc sympa des premières déclarations. Maintenant, il va falloir... Et en face, on a assez de gens, de fonctionnaires pour contrôler, auditer tout ça, parce que tu parlais d'audit et tout ça, mais c'est la question qui me vient, parce qu'en fait, si toutes les entreprises doivent, il y a quand même, il faut de la masse en face quand même, non ? C'est les Big Four. Ah, c'est eux les fonctionnaires, d'accord. C'est les Big Four, qui siègent à l'EFRAG et qui viennent auditer. Mais oui, non, la plupart des audits, en tout cas, seront réalisés par des cabinets d'audit. En tout cas, pour la CSRD. Ok. Et alors là, toutes les grandes entreprises d'audit, de certification sont déjà sur le coup, elles ont recruté des auditeurs dans tous les sens.